les écureuils se cachent dans leurs terriers. Les cerfs s'enfuient, terrifiés. Et les castors plongent dans les eaux. Le puma, un chasseur impitoyable, apparaît sur la scène, déterminé à imposer sa place dans la chaîne alimentaire. L'aigle à tête blanche rôde d'en haut, observant attentivement sa proie jusqu'au moment de son attaque. Au même moment, l'ours noir, une bête sombre et redoutable, se réveille de son sommeil hivernal avec la ferme intention de mettre fin à un jeûne de plusieurs mois. La nuit, les chauves-souris, maîtresses de l'obscurité, envahissent le ciel de la vallée, offrant un spectacle unique. Pendant ce temps, le coyote, un prédateur nocturne habile, se déplace comme une ombre dans l'obscurité. Voici Yosémite et la faune animée de cet empire animal vierge. Ici, les montagnes rocheuses touchent les nuages, les anciennes forêts de séquoias s'élèvent comme une barrière incassable et des rivières irrévérencieuses traversent le granit pour suivre leur cours. À Yosémite, Mère Nature trace une fine ligne entre la réalité et l'imagination. Dans ce paradis terrestre, des cascades tombent du ciel, des arbres remplissent l'horizon et le brouillard plane sur la vallée comme un fantôme. Dans un écosystème aussi impressionnant que délicat, chaque espèce joue un rôle crucial dans l'équilibre majestueux de l'habitat. Les castors, ingénieurs de la nature, créent des biomes entiers dans leurs barrages élaborés. Les écureuils, avec leur mémoire courte, oublient des milliers de graines enfouies qui se transforment en arbres imposants pleins de vie, tandis que les papillons monarques, en pollinisant les fleurs, assurent la santé de l'écosystème. Chaque espèce, aussi petite soit-elle, représente une pièce de ce puzzle majestueux appelé Yosémite. Une oasis sauvage où tous les animaux peuvent vivre en paix et en harmonie. Ou du moins, ce serait ainsi sans les prédateurs implacables qui règnent sur la vie dans cette vallée. Caché parmi la végétation luxuriante, attendant l'occasion d'attraper un pika sans méfiance comme proie, le renard roux prépare son embuscade. Immobile, affamé, mais patient, ce petit tueur expérimenté ne laissera pas s'échapper le plus petit rongeur qui croise son chemin. Après son long repos hivernal, le féroce ours noir ne veut plus avoir faim et dévore tout ce qui se trouve sur son chemin. Sa taille gigantesque et son agressivité en font l'un des prédateurs les plus importants de ce règne animal dominé par les carnivores. Mais même cette bête noire ne parvient pas à échapper au seigneur et maître de la vallée. Le puma traque toutes les espèces de ce vaste écosystème avec la plus grande furtivité, semant la terreur avec sa morsure, sans faire de distinction entre les espèces. Personne n'est à l'abri de devenir partie intégrante du régime alimentaire de ce carnivore féroce qui domine tous les recoins du vaste Yosémite, des montagnes de granit de plus de 1000 mètres de haut aux forêts denses des pentes occidentales. Le parc national de Yosémite couvre une superficie de plus de 3000 km², située au milieu de l'imposante chaîne de montagnes de la Sierra Nevada dans le Far West américain. D'une origine tortueuse il y a plus de 10 millions d'années, la formation géologique de Yosémite est le résultat d'une bataille silencieuse mais intense entre d'immenses formations rocheuses granitiques et les conditions climatiques. Des millions d'années d'érosion de roches solides ont façonné ces vallées, canyons et collines sans fin. Autour de ces montagnes de granit colossales, la nature apparaît exprimée dans d'innombrables biomes qui défient la réalité et remettent en question notre existence sur Terre. Dans les hautes terres, à plus de 3000 mètres d'altitude, les zones alpines créent des paysages remplis de lacs glaciaires cristallins, de sommets escarpés et de prairies verdoyantes de haute altitude.
Dans la partie la plus méridionale de ce royaume naturel, des forêts denses de séquoias géants atteignent plus de 80 mètres de haut, créant une barrière naturelle imprenable qui protège l'arrière de cet écosystème majestueux. Beaucoup de ces arbres ont plus de 2000 ans. Au cœur du Yosemite se trouve l'imposante vallée entourée de murs de granit et traversée par la généreuse rivière Merced, qui donne vie à de vastes prairies et forêts intérieures. C'est tout simplement l'une des plus grandes œuvres d'art jamais créées par Mère Nature, où la vie surgit dans chaque coin. Avec un paradis aussi généreux, d'innombrables espèces sauvages se réfugient dans cet écosystème unique. Les biomes diversifiés de Yosemite abritent plus de 90 espèces de mammifères, près de 300 espèces d'oiseaux, 22 espèces de reptiles, 12 espèces d'amphibiens et jusqu'à une douzaine d'espèces de poissons d'eau douce. Face à un tel débordement d'abondance, les maîtres tout-puissants de la chaîne alimentaire ne perdent pas de temps à traquer d'innombrables proies. Yosemite est probablement l'un des meilleurs endroits au monde pour être un prédateur redoutable. Et si quelqu'un le sait bien, c'est bien le féroce chat sauvage. Caché parmi la végétation, le lynx traque sa proie immobile. En regardant ce qui est sur le point de devenir son dîner, ce chat sauvage démontre que l'une de ses plus grandes vertus est la patience. Avec un poids de 14 kg et une longueur d'1 mètre, le lynx n'est peut-être pas l'un des plus grands prédateurs du monde, mais sa taille compacte le compense par des capacités de chasse prodigieuses et une férocité impitoyable. Sa fourrure dense au ton brun, gris et blanc le fait presque disparaître parmi l'épaisse végétation de cet écosystème vivant. Ce tueur sauvage et calculateur peut passer des heures à traquer sa proie sans même qu'elle sache que ses jours sont comptés. Pour tuer sa proie, le lynx utilise son ensemble de griffes rétractables. Mesurant jusqu'à 2 cm de long, ce sont comme des lames tranchantes qui plongent directement dans le corps de leur victime terrifiée. Pour porter le coup final, ce chat, loin d'être domestiqué, utilise aussi souvent sa puissante morsure. Doté de dents longues et acérées, le félin peut déchirer la chair de sa proie avec une facilité impressionnante, mais terrifiante. Comme tous les félins, le lynx fonde ses stratégies de chasse sur des embuscades rapides qui surprennent sa proie en quelques secondes seulement. Grâce à son sens de la vue avancé, ce carnivore vorace est capable de détecter même les petits rongeurs à des centaines de mètres de distance. De même, ses oreilles pointues, loin d'être purement décoratives, lui confèrent une ouïe enviable, lui permettant d'entendre même le moindre grincement dans cette vallée silencieuse. Avec sa proie déjà sur son radar, le lynx, en mode chasse, avance lentement à travers les buissons, sans même donner un signe de sa présence. Tel un stratège aguerri, ce félin attend patiemment le bon moment pour lancer son attaque. Puisque perdre une proie est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre, même le plus petit mouvement doit être froidement calculé. Après une attente épuisante, le chat voit son opportunité et, en un éclair, il se jette sur sa proie. Grâce à ses pattes puissantes, le lynx peut sauter jusqu'à 8 mètres de long et environ 2 mètres dans les airs. Ses compétences acrobatiques signifient que pratiquement aucune proie ne peut échapper à ses attaques fugaces. De même, si la proie échappe à la première charge, ce petit tigre n'a aucun problème à effectuer des poursuites rapides. Atteignant des vitesses allant jusqu'à 48 km/h, le résultat sera toujours le même. Avec toute la vaste gamme d'espèces sauvages qui peuplent Yosemite, le lynx ne limite pas sa férocité à quelques privilégiés et possède un régime alimentaire plutôt varié qui comprend des cerfs, des lièvres, des renards, des dindes, des écureuils, des souris et même des poissons. Car oui, ce chasseur polyvalent est un très bon nageur. Compte tenu de sa taille compacte, il préfère généralement les petites proies. Souvent,
un lièvre ou quelques rongeurs couvrent leurs besoins alimentaires quotidiens. Après une journée de chasse fructueuse, le lynx cherche généralement un endroit confortable pour se reposer. Presque toujours, une crevasse entre les rochers ou un fourré dense sera un endroit plus que parfait pour faire une sieste. Bien sûr, la sécurité et l'accès facile qu'offrent les arbres, car c'est un grimpeur naturel, en font également une bonne option pour s'abriter. En bon félin, il est capable de dormir un grand nombre d'heures par jour. Lorsque les températures baissent à Yosemite, il est courant de trouver le lynx blotti paisiblement avec sa queue enroulée autour de son corps, lui donnant quelques degrés de chaleur supplémentaires. Après un sommeil réparateur, le lynx roux s'étire souvent et passe une grande partie de son temps à se toiletter. Lécher chaque zone de votre corps fait partie d'une bonne routine d'entretien du pelage. Bien que la plupart des lynx vivent complètement seuls, les jeunes mâles forment parfois des groupes de chasse, travaillant ensemble pour obtenir leur nourriture quotidienne. Bien qu'ils puissent parfois être sociables, ces félins ne sont parfois pas aussi doux avec leur père, surtout lorsque les ressources sont rares ou qu'une femelle est en conflit. Les mâles peuvent devenir très capricieux et des altercations majeures peuvent survenir. Dans ces combats, les grognements, les coups et les morsures sont le signe que le combat est sérieux, même s'il est rare qu'un des chats finisse gravement blessé. En raison de leur comportement reclus, ces ermites s'évitent souvent, démontrant que les introvertis existent même dans la nature. Laissant de côté toute la férocité et la domination que le lynx sauvage exerce sur les petits mammifères et les rongeurs, même ce chasseur efficace n'est pas à l'abri de devenir le repas d'une autre bête féroce. À Yosemite, Mère Nature est impitoyable, mais juste. Ainsi, tout comme les petits lièvres et les souris fuient le lynx avec terreur, le chat sauvage ressent la peur de première main lorsqu'un coyote plus robuste s'approche de son territoire dans la vallée. Étant donné son désavantage en termes de taille et de force, le lynx, désormais du côté des proies, doit prendre des mesures pour éviter de faire partie du régime alimentaire de ce chien féroce. Les branches d'arbres sont généralement l'endroit idéal pour se réfugier contre ce chien sauvage. Mais comme la nourriture ne vient pas seule, le lynx doit tôt ou tard quitter son abri. Lorsqu'il est à l'extérieur, le félin reste attentif à l'apparition d'un coyote affamé. Ses mêmes sens aiguisés de la vue et de l'ouïe, qui lui permettent de délivrer sa morsure mortelle à sa proie, sont ce qui le protège d'une fin tragique aux mains d'une bête cruelle qui se classe au-dessus de lui dans la chaîne alimentaire diversifiée de Yosemite. Tandis que le lynx disparaît dans la végétation dense, poursuivant sa vie insaisissable et solitaire, au loin, depuis les hauteurs où le brouillard se dissipe et dévoile un paysage imposant de ce riche écosystème, le pigargue à tête blanche observe l'immensité de la vallée sous ses yeux. Avec une envergure allant jusqu'à 2 mètres et un plumage brun foncé avec une tête blanche, lui donnant cette apparence chauve, cet oiseau est un véritable reflet de toute la majesté qui entoure les créatures sauvages de Yosemite. L'aigle à tête blanche s'élève dans un vol unique à travers les montagnes rocheuses qui remplissent cet impressionnant écosystème, tel un gardien du ciel et un signe de la liberté que Mère Nature leur a donnée dans cette oasis. Avec un ciel infini à sa disposition, cet oiseau parcourt de longues distances avec ses impressionnantes ailes déployées, se laissant porter par le vent. Si l'apparence du pigargue à tête blanche est frappante pour certains, pour d'autres, ce bel oiseau n'est rien de plus qu'un prédateur cruel, avec des centaines, voire des milliers, de victimes dans son sillage. Les grandes griffes acérées et le bec crochu ne sont qu'un aperçu du régime alimentaire loin d'être végétarien de ce chasseur du ciel habile. Avec plus de la moitié de son alimentation composée de poissons frais, cet aigle de mer est prompt à se montrer dans les nombreuses rivières qui, contre toute logique, traversent cette immense vallée entourée de granit. Les capacités de chasse de cet oiseau sont, tout simplement, inégalées.
Doté d'un sens de la vue enviable, le pigargue à tête blanche est capable de détecter de petits poissons sous l'eau, même en volant à des centaines de mètres de distance. Étant donné le grand nombre de truites et de saumons qui peuplent les eaux de ces rivières, l'oiseau ne tarde pas à localiser sa proie et à commencer à pêcher. Plongeant à plus de 100 km à l'heure, l'aigle à tête blanche se dirige droit vers sa cible dans une attaque précisément calculée. Grâce à ses griffes acérées, même le poisson le plus glissant ne peut échapper à une mort imminente aux mains de ce pêcheur expérimenté. Après avoir attrapé un poisson, avec un repas littéralement frais sorti de l'eau, l'oiseau se prépare à se percher sur une haute branche où il pourra profiter paisiblement de son festin. Bien qu'il soit capable de plonger lors de ses attaques rapides, il préfère souvent capturer uniquement les poissons qui se trouvent à la surface, car cela lui permet de garder son plumage au sec. Étonnamment, comme le féroce lynx, cet oiseau marin est capable de nager. Cependant, lorsque les températures à Yosemite sont dangereusement basses, certains aigles peuvent souffrir d'hypothermie. Mais, étant un oiseau de proie redoutable, le pigargue à tête blanche n'est pas obligé de limiter son régime alimentaire aux poissons nutritifs des affluents de la vallée. Les espèces telles que les lapins, les lièvres, les serpents et les lézards doivent également veiller à ne pas tomber dans les griffes féroces de ces chasseurs du ciel. Même d'autres oiseaux comme les canards et les grues peuvent, à tout moment, être accueillis dans le régime alimentaire de ce tueur volant implacable. Bien qu'il chasse généralement seul, il arrive que plusieurs individus forment une sorte de groupe de chasse, notamment lorsqu'il s'agit de proies de taille considérable, comme un lièvre. Ici, il est courant de voir des stratégies de diversion où un oiseau attire l'attention de sa proie, tandis qu'un autre attaque par derrière, emportant le mammifère sans défense dans les airs. Outre ce comportement quelque peu social, les pigargues à tête blanche ne sont pas toujours aussi coopératifs lorsqu'une grosse proie est en jeu. Dans certains cas, après avoir réussi à capturer une proie voluptueuse, l'envie s'empare des spécimens voisins et, sans la moindre invitation, ils semblent en prendre leur part. Ici, l'aigle qui a traqué la proie disputée tente généralement de s'échapper pour ne pas avoir à la partager. Cependant, en transportant des marchandises, les charognards parviennent souvent à s'emparer d'une bonne partie du festin. En plus d'éblouir par leur vol, ces oiseaux font partie de ces espèces qui brisent le silence oppressant qui remplit la vallée. Avec un large répertoire de vocalisation à travers des cris perçants, l'aigle délimite son territoire avec d'autres congénères, émet des cris d'alarme et bien sûr, lorsque l'air est rempli d'hormones, ils sont un bon moyen d'initier la parade nuptiale. Au cours de vols nuptiaux, courses-poursuites acrobatiques dans les airs, le couple plonge et unit ses ailes pour démontrer son union. Les pigargues à tête blanche ont tendance à former des liens à vie et lorsque « ensemble pour toujours » peut signifier jusqu'à 30 ans, il est préférable de choisir un bon partenaire. Bien sûr, pour maintenir une vie de couple pendant tant d'années, un bon foyer est important. Et comme il s'agit de deux oiseaux de proie gigantesques, il est facile de deviner que le nid ne sera pas particulièrement petit. En fait, ce sont parmi les plus grands de tout le royaume sauvage, mesurant jusqu'à 2,5 mètres de large et 6 mètres de profondeur. Sans aucun doute, des dimensions dignes de la grandeur de ces oiseaux imposants. Le nid étant prêt, et après la copulation, la femelle pondra 3 petits œufs qui nécessiteront les soins de son partenaire. Ici, la femelle et le mâle participent activement. Après environ 35 jours d'incubation, le miracle de la vie se produit et les jeunes poussins éclosent. Cependant, les soins parentaux ne sont pas encore terminés et ces fiers parents doivent assurer l'alimentation et la sécurité de leurs poussins jusqu'à ce qu'ils puissent se débrouiller seuls. Dans environ 3 mois, ces poussins pourront déployer leurs ailes et s'envoler dans le ciel sauvage de Yosemite.
Tout comme le couple d'aigles à tête blanche travaille efficacement à construire ce qui sera la maison familiale pendant des années, au fond de la vallée, où convergent des ruisseaux sans fin, les ingénieurs de la nature s'occupent de faire les préparatifs pour l'hiver. Pour les castors, la seule façon de survivre dans cet écosystème sauvage est de travailler dur. Ainsi, des mois avant que le paysage ne devienne glacial, ces mammifères diligents commencent à remodeler leur terrier douillet, tout comme ils commencent à façonner leur approvisionnement alimentaire hivernal. Grâce à leurs compétences de construction très pointues et à l'abondance d'arbres disponibles autour de leurs ruisseaux, les castors peuvent construire de véritables complexes, avec de la place pour toute la colonie. Lorsque l'automne commence, il est préférable de ne pas s'approcher de l'habitat de ces rongeurs, car les arbres sont abattus en masse tout autour. Mère Nature a doté ces mammifères au cœur chaleureux d'une scie très efficace pour couper le bois sous la forme de 2 paires d'incisives acérées. Comme ces dents proéminentes ne cessent de pousser, les castors sont obligés de ronger le bois pour les user. En quelques minutes seulement, un castor peut couper des bûches de plusieurs centimètres d'épaisseur et les transporter jusqu'à ses chantiers. Comme ils ne sont pas des animaux particulièrement forts, ces rongeurs traînent leurs troncs abattus dans l'eau, puis laissent la flottabilité faire le reste du travail. Grâce à leur prodigieuse capacité de nage, ils utilisent leur queue aplatie comme gouvernail pour diriger les trompes au bon endroit. Pour construire leur célèbre barrage, les castors peuvent abattre des centaines d'arbres, chaque tronc remplissant une fonction spécifique. Ces barrages contrôlent les niveaux de leurs étangs et nettoient l'eau qui atteint la zone autour de leur terrier. Les barrages sont également l'endroit idéal pour cacher leur stockage hivernal de tout autre herbivore qui pourrait vouloir s'emparer de leurs réserves. Si les digues imposantes sont un exploit d'ingénierie, la véritable ingéniosité de ces rongeurs se démontre dans la construction de leurs terriers. Il s'agit de loges souterraines, souvent dotées d'une entrée sous-marine, où les castors prévoient passer les longs mois d'hiver. Loin de lésiner sur les dépenses, ces rongeurs construisent de véritables complexes, avec divers tunnels, chambres et même conduits de ventilation. Maintenant que le problème des abris est résolu, les mammifères savent que l'un des plus grands défis de l'hiver est de trouver de la nourriture. C'est pour cette raison que, tout comme ils ont commencé leur rénovation des mois à l'avance, la recherche de nourriture est également une autre priorité pour tout le quartier. En tant qu'herbivores exemplaires, les castors commencent à ramasser la moindre feuille, brindille ou écorce qu'ils trouvent sur leur chemin. Sachant très bien que pendant l'hiver, chaque petit brin d'herbe vaudra son pesant d'or, ces rongeurs ne perdent pas de temps et amassent jusqu'au dernier morceau de nourriture. L'endroit idéal pour stocker la nourriture est généralement près de l'une des entrées du terrier ou, sous l'eau, à la base d'une digue. Avec une bonne réserve de nourriture en place et leur terrier entièrement rénové, les castors peuvent passer les jours avant l'arrivée de l'hiver à prendre un peu de poids et à profiter des températures encore agréables. Une partie du succès de la survie de ces mammifères à fourrure dans un endroit aussi sauvage que Yosemite réside dans le travail collaboratif de tous les membres de la colonie. Vivant en groupes familiaux de 8 individus maximum, ces rongeurs sont des experts en survie. Le groupe est généralement composé d'un couple reproducteur et de ses petits. Lorsqu'ils ne travaillent pas sans relâche comme constructeurs et cueilleurs, ils sont probablement en train de se toiletter. Pour protéger leur fourrure épaisse et la garder propre et soyeuse, ils utilisent souvent leurs griffes et leurs dents pour peigner leur fourrure, éliminant ainsi tous les parasites ou végétation. Ces autres passe-temps incluent la lutte et la poursuite. Il est courant de voir 2 de ces rongeurs dans ce qui semble être un combat à mort, alors qu'en réalité ils s'amusent simplement. Les jeux aquatiques constituent également une part importante de leurs interactions sociales, car ils sont de bons nageurs et passent une grande partie de leur temps immergés.
L'un de leurs jeux préférés est de frapper l'eau avec leur queue, créant ainsi des vagues. Bien sûr, même après des semaines de travail acharné, tout ne peut pas être amusant. Gardant toujours à l'esprit qu'ils vivent dans un écosystème rempli de prédateurs, les castors doivent rester attentifs à tout mouvement suspect. Quand on ne pèse pas plus de 14 kg et qu'on a des griffes et des crocs qui ne servent qu'à la construction, on n'inspire pas beaucoup de respect aux ours, aux lynx ou aux pumas. Ainsi, lorsqu'ils voient un prédateur à proximité, la colonie, sans se retourner, se réfugie dans son terrier très sûr. Comme les pigargues à tête blanche, ces mammifères semi-aquatiques possèdent un dialecte varié de vocalisation avec lesquels ils communiquent. Par des gémissements, des sifflements, des grognements et des reniflements, ces rongeurs peuvent exprimer la présence de menaces, une demande de nourriture et même une envie de jouer. L'un des nombreux prédateurs des castors audacieux est un petit canidé à la fourrure rouge épaisse qui traque les rongeurs dans l'ombre. Lorsque le renard roux sauvage chasse, la meilleure chose à faire pour tous les mammifères de petite et moyenne taille est de fuir, car ils ne pourront pas se cacher. Doté d'une morsure acérée et piquante, d'une paire de griffes acérées comme des rasoirs et d'une agilité inégalée, le renard roux est le fléau de centaines, voire de milliers, de petits rongeurs dans tout l'écosystème délicat de Yosemite. Errant affamé dans les forêts de conifères au fond de la vallée, ce chien est une menace pour tout herbivore qui croise son chemin. Compte tenu de sa petite taille, comprise entre 3 et 14 kg, la majeure partie du régime alimentaire du renard roux est basée sur de petits mammifères, parmi lesquels les rongeurs sont ses préférés. Lorsqu'il chasse, ce chien sauvage sait que la furtivité est son meilleur outil. Avec sa fourrure rougeâtre frappante, il doit être un peu plus agressif pour éviter d'attirer l'attention et attraper des proies succulentes sous forme de souris. Au moment de la chasse, le renard roux se cache parmi la végétation, patient et en même temps affamé, le canidé n'attendant que de percevoir, ne serait-ce que, le moindre signe d'une éventuelle proie. Considérant que sa réputation d'exterminateur de nuisibles le précède, dès qu'il part à la recherche de proies, les milliers de rongeurs qui peuplent cet écosystème se cachent même sous les rochers. Cependant, cela ne pose aucun problème au renard rusé. Grâce à son ouïe prodigieuse, il est capable d'entendre même le plus faible couinement de n'importe quelle souris, même si elle est sous terre. En découvrant la cachette de sa proie, ce chasseur habile ne tardera pas à la massacrer avec sa morsure redoutable avant de savourer ce qu'il considère comme un mets délicat. Mais même s'ils peuvent manger jusqu'à 1 kg de viande par jour, un petit rongeur ne suffira pas à satisfaire leur appétit. Le renard doit chercher quelque chose de plus substantiel s'il ne veut pas avoir faim. C'est à ce moment que ce petit prédateur démontre sa capacité à s'adapter aux conditions de l'écosystème en élargissant son régime alimentaire pour inclure des proies telles que les marmottes, les ratons laveurs, les porcs épics, les opossums, les reptiles et même les insectes. Mais ce n'est pas tout. Bien que la majeure partie de son régime alimentaire soit basée sur la viande, le renard roux est en fait omnivore, mangeant des fruits, des herbes et des tubercules lorsque l'austérité frappe son habitat. Alors que les renards sauvages affichent souvent leur côté survivant invincible, prêts à tout pour survivre dans cet habitat difficile, ces canidés montrent parfois un côté beaucoup plus impitoyable. Ces prédateurs sont souvent responsables d'actes de massacre excédentaires, ce qui signifie qu'ils tuent un nombre incroyablement élevé de proies qu'ils ne pourraient jamais dévorer. Ces crimes sauvages exterminent des populations entières de campagnols, de hamsters, de gerbilles, d'écureuils et même de certains oiseaux. Quand on voit des prairies jonchées de dizaines, voire de centaines de carcasses de petites proies, il est facile de deviner qui était l'auteur du crime. Un cas particulier est la relation entre ces canidés et les taupes, car, malgré leur aversion pour le goût de la viande de ces mammifères souterrains,
Ils les capturent fréquemment pour les prendre comme jouets pour leurs petits, dans un jeu terrible dans lequel la taupe sans défense finira inévitablement par périr, mais pas avant d'avoir souffert. Il semble que, comme une sorte de punition pour ses actes, Mère Nature ait placé le petit renard roux dans la ligne de mire d'un prédateur qui le surpasse de loin en férocité. Pour un puma, mettre fin à la vie d'un renard roux est aussi simple que de lui frapper la tête avec ses griffes acérées. Étant donné sa nette infériorité physique, ce canidé, qui se proclame le bourreau des rongeurs dans toute la vallée, doit fuir immédiatement en apercevant le puma s'il ne veut pas passer de prédateur à proie en quelques secondes. Sachant qu'en combat au corps à corps il n'aurait aucune chance de victoire, le renard fait tout son possible pour rester hors de portée du félin grotesque. Grâce à son odorat très développé, le renard roux sent souvent l'arrivée du prédateur le plus féroce bien à l'avance et choisit immédiatement de se cacher dans son terrier ou de s'aventurer dans un sous-bois dense où sa fourrure frappante ne le trahira pas. Cependant, le danger pour le renard roux ne se limite pas au puma sauvage. D'en haut, le majestueux aigle royal peut repérer le petit chien à des kilomètres de distance, et il ne laissera pas une proie aussi généreuse échapper à ses griffes. Fondant à toute vitesse, ce n'est qu'une question de temps avant que ce chasseur infaillible ne finisse par étriper le renard, dans ce qui semble être une revanche de la faune pour toutes les victimes du chien impitoyable. Pendant que l'aigle royal se régale du renard roux, une bataille acharnée se déroule dans les alpages entre deux imposants cerfs mulets pesant plus de 100 kilos. Utilisant leur grand bois comme arme, ces ongulés colossaux se battent pour le droit de s'accoupler avec une femelle. Dans un combat qui peut durer des heures, chaque adversaire pousse de toutes ses forces, essayant de renverser son adversaire ou de le poignarder avec ses bois acérés. Après un combat acharné, inévitablement, l'un des deux mâles finit par céder, donnant à son rival le droit tant convoité de procréer. Après avoir gagné, le cerf émettra une série de beuglements qui attireront la femelle, qui, étant en chaleur, sera réceptive à la copulation. Alors que le mâle vaincu doit endurer le fait de regarder son adversaire prendre les femelles, la bonne nouvelle pour lui est que pendant la saison des amours, les femelles ont tendance à s'accoupler avec plusieurs mâles, il peut donc avoir un peu de chance. Par mesure de préservation de l'espèce, les cerfs mulets qui ne sont pas devenus enceintes lors de ces rencontres entreront à nouveau en chaleur dans environ 1 mois, moment auquel les mâles attentifs pourront profiter de ce qui est sûrement leur période préférée de l'année. Comme la période de gestation peut durer jusqu'à 200 jours, il reste encore un long chemin à parcourir avant que les faons puissent découvrir de leurs propres yeux les merveilles de l'écosystème de Yosemite. Pour l'instant, la biche doit donc continuer sa routine. Après la saison des amours orageuses, durant laquelle les mâles choisissent de ne pas manger et concentrent toute leur attention sur la lutte pour les femelles, ces herbivores se mettent en quête de regagner tout leur poids perdu avant l'arrivée de l'austérité de l'hiver. Le régime alimentaire du cerf mulet s'adapte à pratiquement tout ce qui se présente devant lui. Cet herbivore polyvalent est capable de manger des arbustes, des herbes, des graminées, des lichens et même des fruits. Cet ongulé, laissant de côté toute prétention, mangera n'importe quoi pourvu que cela lui fournisse des nutriments. Étant donné qu'une proie pesant jusqu'à 90 kg de viande fraîche est le rêve d'innombrables prédateurs dans la nature sauvage de Yosemite, les cerfs mulets doivent être prudents pour éviter de faire partie du régime alimentaire d'un carnivore vorace. Avec des coyotes et des pumas sur leurs traces, faire une seule erreur signifie payer de sa vie. Avec leur fourrure gris-brun discrète, les cerfs espèrent passer inaperçus au milieu de la végétation dense. Leur démarche lente et calme leur permet d'attirer le moins d'attention possible, évitant ainsi le regard des prédateurs sanguinaires. Leur sens de l'ouïe et de l'odorat jouent également un rôle central dans leur survie. Dès qu'ils détectent le moindre signe d'approche d'un tueur furtif, le cerf mulet ne s'attardera pas pour enquêter davantage, mais s'enfuira à travers les bois.
Grâce à leurs pattes grêles et à leurs muscles puissants, ces ongulés peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 72 km/h. Lorsqu'un prédateur entame une poursuite contre un cerf agile, l'une des stratégies qu'il utilise souvent pour s'échapper est de rebondir à quatre pattes. Cette impressionnante démonstration d'agilité, en plus de les éloigner de leurs poursuivants, est un signe clair qu'il ne vaut pas la peine de poursuivre une proie aussi redoutable. Bien que les capacités physiques et la vigilance constante des cerfs adultes les maintiennent à l'écart de la plupart des prédateurs, les jeunes n'ont généralement pas cette chance et font souvent partie du régime alimentaire de ces carnivores impitoyables, c'est-à-dire tant que sa mère robuste, pesant plus de 90 kg, n'est pas là. Après avoir mis bas, la biche garde généralement son jeune veau caché dans un coin de végétation dense, ne lui rendant visite que pour l'allaiter. Cependant, cette mère inquiète restera toujours près du faune au cas où un prédateur oserait s'en prendre à son petit. Bien que les cerfs mulets femelles n'aient pas de bois, rien n'empêchera une biche agressive de protéger sa progéniture. Chargeant de toutes ses forces et lançant de puissants coups de pied, cette mère embêtante est même capable de faire fuir les lynx et les coyotes, frustrant leur tentative de dévorer la chair tendre du faon. Une fois que le jeune veau pourra se tenir debout, il commencera à découvrir cet écosystème majestueux, bien sûr, toujours en compagnie de sa mère, qui lui apprendra à trouver de l'eau et de la nourriture, ainsi qu'à détecter les prédateurs, et tout le nécessaire pour survivre à la faune trépidante de Yosemite. L'une des premières leçons que le petit cerf apprendra sera probablement de ne pas se mettre en travers du chemin d'une bête géante et sombre pesant plus de 200 kg. Marchant lentement à travers une végétation dense, l'ours noir parcourt les épaisses forêts d'épinettes à la recherche de nourriture. Bien que le régime alimentaire de cet omnivore féroce soit composé à 80% de racines, de bulbes et de tubercules, la viande tendre d'un faune est quelque chose à laquelle il ne pourra pas résister. Après avoir passé des mois sous terre, ce mammifère féroce émerge affamé à la recherche de tout ce qu'il peut mettre dans son estomac. Comme l'écosystème de Yosemite se remet à peine de l'hiver stérile à la fin de sa longue hibernation, les réserves de nourriture sont limitées, il a donc recours à la recherche même sous les rochers. À l'aide de ses griffes acérées en forme de pelle, l'ours creuse pour trouver de nouvelles pousses. Ceux-ci, en plus de représenter une source de nourriture disponible presque toute l'année, fournissent des nutriments importants à ces géants. Après un long jeûne, le mammifère perd d'énormes quantités de graisse et de muscles qu'il doit récupérer au printemps et en été. Une bonne source de nourriture pour les jours où la végétation de Yosemite se remet à peine du rude hiver est constituée par les cadavres des victimes des basses températures. Avec le dégel apporté par le printemps, la neige recule, révélant des dizaines de carcasses qui font réfléchir l'ours noir à 2 fois avant de devenir un charognard. Bien qu'il soit mort depuis des semaines, la viande de ses proies reste fraîche en raison des basses températures, de sorte que l'ours ne perd pas de temps et profite de chaque bouchée. Après avoir enfin mis quelque chose dans sa bouche, ce mammifère noir peut laisser reposer sa nourriture un moment, et l'endroit idéal pour cela n'est autre que les branches confortables des arbres. L'ours noir est un grimpeur exceptionnel, capable de grimper aux grands arbres en quelques secondes seulement. Grâce à ses griffes acérées et non rétractables et à ses pattes puissantes, même dans les vastes forêts de Yosemite, il n'y a pratiquement aucun arbre qui puisse résister aux capacités d'escalade de ce mammifère agile. Désormais dans le confort des hauteurs, l'ours noir se détend généralement en toilettant sa fourrure, qui, soit dit en passant, peut parfois ne pas être noire, mais plutôt brun clair, bleu noir ou même grise. Pour garder sa fourrure épaisse propre, ce géant bien rangé passe souvent des heures à prendre de longs bains de langue ainsi qu'à creuser dans chaque partie de son corps, éliminant les parasites et les débris végétaux. Pour nettoyer les zones qu'il ne peut atteindre avec sa bouche ou ses griffes, il est courant de voir l'ours se frotter à plusieurs reprises contre les arbres.
Bien que ces bains rudimentaires puissent garder sa fourrure propre, s'il y a un ruisseau à proximité, l'ours n'hésitera pas à plonger pour un bain rafraîchissant. En plus d'être un grimpeur naturel, ce mammifère possède également des capacités de nage enviables. Il n'aura donc aucun problème à plonger même dans des eaux agitées. Bien qu'il ne soit pas un pêcheur aussi habile que le grizzly, s'il croise un poisson lors de ses bains relaxants, il n'hésitera pas à l'intégrer à son alimentation. Chaque petit geste compte pour retrouver l'énorme taille qu'elle avait avant les pénuries hivernales. Alors que les ours mâles peuvent concentrer toute leur attention sur l'alimentation et passer des heures à se toiletter, pour certaines ours, la vie n'est pas si simple. Alors que les mâles sombraient dans une profonde léthargie hivernale, les femelles enceintes donnaient naissance à leurs tendres petits. Ces minuscules oursons, pesant à peine 400 grammes, nécessiteront les soins méticuleux de l'ours, qui les soignera sous terre pendant les froids mois d'hiver. Après des semaines sans même voir la lumière du soleil, avec l'arrivée du printemps, les oursons sortent de leur tanière douillette et découvrent tout un monde plein de vie sous leurs yeux. Bien sûr, en tant que jeunes animaux sans défense, il n'est pas du tout conseillé pour eux d'explorer seuls cet habitat sauvage, ils ont donc tendance à rester près de leur mère. Bien que les prédateurs comme les coyotes, les pumas et même les lynx seraient plus qu'heureux de dévorer un petit ourson, le pire ennemi des oursons vient souvent de leur propre espèce. Les grands ours noirs mâles considèrent les oursons comme des proies faciles, ainsi que comme un moyen d'éliminer ce qui pourrait, dans quelques années, devenir leur concurrence directe pour les ressources. Bien sûr, la femelle sauvage ne sera pas très contente qu'un ours vicieux s'en prenne à ses petits, donc, comme on pourrait s'y attendre, elle ne réagit pas du tout doucement en voyant une telle menace près des petits. Avec son instinct maternel surprotecteur, l'ours noir se jettera sans hésiter sur tout mâle qui attaque ses petits, donnant même sa vie pour le bien-être de sa progéniture. Bien que les mâles abandonnent souvent leurs intentions cruelles lorsqu'ils voient la mère près de ses petits, dans certains cas, des confrontations féroces se produisent, dans lesquelles les griffures et les morsures peuvent entraîner des coups mortels. Heureusement, ces combats sont généralement temporaires, et chaque mammifère préfère suivre son propre chemin, évitant ainsi les conflits. Avec les petits oursons de retour dans la sécurité de leur tanière, le soleil commence à se coucher derrière les imposantes montagnes de granit, et la nature se prépare à l'un des spectacles les plus impressionnants de toute la faune. Si la faune apparaît dans tous les recoins de cet écosystème privilégié pendant la journée, la nuit ne fait pas exception. Lorsque l'obscurité tombe sur la vallée, certaines créatures voient l'occasion idéale de sortir de leur cachette diurne. Sous le couvert de la lune, des milliers de chauves-souris émergent des crevasses rocheuses, des grottes et des arbres feuillus pour s'envoler vers le ciel au-dessus de Yosemite. Ce paradis naturel abrite jusqu'à 17 espèces différentes de ces mammifères volants. La diversité est donc abondante même dans l'obscurité. De la petite chauve-souris brune au grand dogue de l'Ouest, Yosemite abrite une variété sans précédent de ses seigneurs et maîtres de la nuit. Dès que le soleil cède la place à la lune dans la vallée, ces petits volants quittent leur perchoir pour chercher de la nourriture. Les espèces qui peuplent Yosemite ont un régime alimentaire entièrement basé sur des insectes et des fruits, donc les mammifères errant dans la forêt dans l'obscurité n'ont pas à craindre un vampire vorace qui suce leur sang. Pour les aider à trouver des insectes juteux ou des fruits frais, les chauves-souris utilisent leur radar biologique avancé. En émettant des impulsions ultrasonores, ces mammifères peuvent créer une image sonore de leur environnement, leur permettant de détecter des sources de nourriture potentielles ou des menaces dans leur habitat. Même si l'on pense qu'elles sont aveugles, la vérité est qu'aucune espèce de chauve-souris n'est complètement aveugle. Cependant, sa vision est assez discutable. Avec un système de géolocalisation aussi précis,
Ils peuvent même localiser de petites termites, des moustiques, des mites ou des coléoptères. Comme ils ont un appétit insatiable, chaque mammifère peut manger jusqu'à 2 fois son propre poids en une seule nuit. Ils passeront donc plusieurs heures à parcourir le ciel de la vallée à la recherche de la moindre petite collation, aussi petite soit-elle. Bien que ces séances d'alimentation nocturne soient une course contre la montre, alors que le soleil se lève à nouveau sur les montagnes rocheuses, les chauves-souris ne peuvent pas se permettre de commettre la grave erreur d'être négligentes. La nouvelle de milliers de mammifères volants remplissant le ciel au-dessus de Yosemite est parvenue à des oreilles indésirables, et les prédateurs n'attendent pas pour se montrer. Étant donné que les énormes quantités de chauves-souris qui s'écrasent dans le ciel sont un festin que personne ne veut manquer, d'innombrables carnivores attendent leur chance pour mettre la main sur l'une d'elles, ou s'ils ont de la chance, sur quelques-uns de ces petits noctambules. Le lynx est l'un de ces carnivores qui restent souvent éveillés toute la nuit en attendant ce spectacle de la nature où toute chauve-souris sans méfiance volant bas ou ayant le malheur de tomber au sol deviendra une partie du régime alimentaire du félin. Un autre carnivore toujours à l'affût de la moindre occasion de dévorer l'une de ces petites créatures volantes est le renard gris sauvage qui, dès qu'il voit l'un de ces mammifères au sol, le tue immédiatement avec sa petite mais acérée morsure. Étant donné leurs ailes longues et fines et leurs pattes relativement faibles, les chauves-souris ont du mal à décoller de surfaces planes comme le sol. Cela rend leur envol difficile lorsqu'ils ont des accidents pendant leur voyage nocturne et ils finissent par devenir une collation de minuit pour de nombreux prédateurs. Mais même en vol, ils ne sont pas exemptés de faire partie du menu des chasseurs voraces. Pour les hiboux, ces innombrables colonies de chauves-souris sont un cadeau de mère nature, représentant une abondance de nourriture sans précédent. En quelques secondes, une chauve-souris sans défense qui poursuit un insecte voit la chaîne alimentaire se retourner contre elle et se retrouve entre les griffes d'un oiseau affamé sur le point de savourer un copieux dîner. La majeure partie de la colonie étant désormais pleine et le soleil approchant de la vallée, les chauves-souris cherchent à retourner à leur perchoir. Comme la chaleur du jour peut surchauffer leur petit corps, ces mammifères insomniaques fuient avec terreur la lumière du soleil. Une autre raison de leur apathie envers la faune diurne à Yosemite est que, tandis que les prédateurs sont nombreux la nuit, pendant la journée, le nombre de chasseurs est écrasant, ce qui ne donne à ce qui serait autrement une proie facile aucune chance de survie. Même lorsqu'elles atteignent leur dortoir diurne, les chauves-souris ne peuvent pas baisser la garde. Parfois, des intrus tels que des ratons laveurs et des serpents se faufilent dans leur tanière et surprennent ces frugivores fatigués, provoquant des ravages et en prenant plusieurs comme proies en chemin. À l'aube, la plupart des animaux sauvages du Yosemite reviennent en action. Alors que les chauves-souris se reposent enfin, les écureuils sortent de leur terrier et parcourent les forêts denses à la recherche d'un gland succulent ou peut-être d'un bouquet d'herbes fraîches. Pesant environ 300 grammes et mesurant 30 cm de long, les écureuils font partie de ces minuscules habitants sauvages qui vivent au milieu de la faune animée de Yosemite. L'un des secrets que ces petits rongeurs utilisent pour prospérer dans un environnement potentiellement hostile est leur remarquable adaptabilité. Malgré tous les obstacles, les écureuils profitent d'une vie relativement confortable dans ce qui est, pour eux, une oasis sur Terre. L'une des mesures de survie de ces tendres mammifères est leur régime alimentaire, car, en tant qu'exemple parfait d'une espèce omnivore, ils sont capables de manger tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Des délices comme les noix, les graines et les baies, aux aliments plus simples comme les feuilles, les pousses et les racines, en passant par les festins riches en protéines comme les vers, les œufs ou les coléoptères, les écureuils ne manquent jamais d'excuses lorsqu'il s'agit de manger. Alors que les chauves-souris utilisent leur incroyable radar biologique pour trouver de la nourriture, les écureuils préfèrent laisser cette tâche à leur odorat très sensible.
Reniflant le sol fertile de la vallée, ces rongeurs trouvent des collations succulentes sous terre, dispersées dans la végétation ou même en haut des arbres. L'une des meilleures trouvailles qu'un écureuil puisse faire au cours de sa longue recherche de nourriture est peut-être une paire de noix fraîches. En rencontrant ce trésor, le petit écureuil le stockera immédiatement dans ses grandes joues, d'où il pourra le transporter jusqu'à sa maison douillette. Étant donné la variété des espèces d'écureuils à Yosemite, il est possible de les trouver pratiquement partout. Depuis de grandes colonies pouvant compter jusqu'à 20 mammifères vivant dans des terriers complexes, jusqu'à des individus solitaires vivant comme des ermites à l'intérieur d'un arbre confortable. Comme les castors, à l'approche de l'hiver, ils ont pour tâche de collecter une quantité importante de nourriture pour supporter les périodes de famine. Chaque petite baie ou chaque brin d'herbe compte lorsqu'il s'agit de stocker de la nourriture pour les jours où les températures glaciales frappent votre coin de vallée. Après avoir profité des heures plus fraîches du matin pour cueillir quelques noix, ces tendres mammifères prennent généralement un repos bien mérité pour reprendre des forces pendant les heures plus chaudes de l'après-midi. À cette heure de la journée, il est fréquent de voir l'écureuil se reposer, blotti paisiblement dans son nid ou son terrier. Bien qu'elle soit une travailleuse infatigable, elle apprécie également un bon repos, dormant jusqu'à 15 heures par jour. Après une sieste réconfortante, ce rongeur quittera à nouveau son domicile pour augmenter ses réserves de nourriture. À l'approche de l'hiver, Yosemite n'est pas un endroit où il faut se relâcher, car rester dans votre abri pendant ces jours pourrait signifier mourir de faim lorsque l'écosystème n'est pas aussi vert qu'il l'est maintenant. Comme leur apparence de rongeurs sans défense n'est pas particulièrement effrayante, les écureuils doivent rester vigilants à chaque expédition qu'ils entreprennent dans la nature. Tout comme ils sont à la recherche de nourriture, les prédateurs de l'écosystème ont également faim, et un petit mammifère avec 300 grammes de viande fraîche ne fait de mal à personne. La liste des carnivores qui seraient plus qu'heureux de dévorer un écureuil est pratiquement infinie. Du majestueux pigargue à tête blanche au lynx intrépide en passant par le renard roux audacieux, aucun carnivore de cet écosystème difficile ne refusera de dévorer un petit rongeur riche en protéines. Cependant, même si leur apparence n'est pas vraiment effrayante, les écureuils ne se laissent pas manger sans se battre, ou du moins font transpirer leurs prédateurs. Grâce à leur vue perçante, ces rongeurs détectent même le moindre mouvement autour d'eux. Grâce à leurs yeux situés sur les côtés de leur tête, ils ont un champ de vision très large, ce qui rend assez difficile de les repérer dans un angle mort. En plus de leur permettre d'entendre même une noix tomber d'un arbre, leur ouïe sophistiquée leur permet d'écouter tout son qui pourrait être suspect. Parfois, seul le bruit de pas silencieux avertit le rongeur d'une attaque imminente de renards. Conscients de leur manque de férocité, ces mammifères compacts n'attendent pas de le savoir avant de courir directement vers la sécurité. Grâce à leurs pattes puissantes et à leur carrure athlétique, ils peuvent courir jusqu'à 32 km/h à travers la forêt. Pour surmonter les obstacles dans la végétation, ils utilisent leur queue touffue comme contrepoids, leur conférant un équilibre enviable. Si l'écureuil est coincé dans une forêt pleine d'arbres, il utilisera ses capacités d'escalade et trouvera un endroit sûr dans les hautes branches. Grâce à ses griffes acérées, aucun arbre ne représente un défi à ses compétences. Lorsque l'hiver est sur le point de s'installer et que la nourriture n'est plus aussi abondante qu'avant, ces rongeurs intrigants commencent à dévorer votre garde-manger. Certains écureuils parviennent à accumuler des réserves de nourriture si abondantes qu'ils n'ont même pas besoin d'hiberner et passent tous les mois d'hiver à se reposer et à profiter des fruits de leur travail. Alors que le petit écureuil offre l'une des scènes les plus tendres de toute la faune de Yosemite, se nourrissant d'un délicieux gland au plus profond des pentes broussailleuses, le féroce puma est sur le point de déchaîner toute sa férocité sur sa proie terrifiée. Pour le puma, ces actes de violence et de sauvagerie extrême ne sont rien d'autre que sa routine quotidienne, alors qu'il s'élève comme le prédateur suprême de tout Yosemite. Pesant jusqu'à 100 kg,
Mesurant près de 3 mètres de long et doté d'un corps robuste qui lui donne une apparence redoutable, ce félin est le prototype parfait d'un prédateur dans un écosystème où se rejoignent tant de biomes, comme Yosemite. Mourir des mains d'une morsure de puma féroce est probablement la plus grande peur de toutes les espèces sauvages de la vallée. Avec des canines acérées mesurant jusqu'à 4 cm et une force de près de 900 PSI, la morsure de ce gros chat est capable d'écraser les os avec une facilité impressionnante, mais effrayante. Comme si cela ne suffisait pas, Mère Nature, éliminant toute possibilité de fuite pour sa proie, a équipé le féroce puma de griffes acérées et rétractables mesurant jusqu'à 5 cm. Grâce à ses pattes musclées, le puma peut sauter jusqu'à 5 mètres horizontalement et plus de 4 mètres verticalement, une compétence idéale pour son style de chasse en embuscade. Bien qu'il soit capable de tuer des espèces telles que les moutons, les lapins, les lièvres, les marmottes et les écureuils, la proie préférée de ce prédateur implacable est le cerf-mulet. Si le puma est une machine à tuer, le cerf-mulet ne deviendra pas sa proie sans se battre. Le félin devra donc montrer toutes ses compétences de chasseur de sang-froid. Caché parmi la végétation en utilisant sa fourrure brun rougeâtre comme camouflage, le puma reste complètement inaperçu auprès de sa proie jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Comme il a tendance à habiter les sous-bois denses, ce félin habile est rarement vu sans être en chasse. Malgré sa taille colossale et son corps robuste, le puma est un maître de la furtivité, profitant pleinement de son environnement pour se cacher jusqu'au moment de son attaque. En général, les victimes idéales sont des cerfs distraits ou des petits mammifères qui cherchent de la nourriture sans se douter qu'ils sont à quelques secondes de faire partie du régime alimentaire du tout-puissant prédateur de la vallée. D'un instant à l'autre, le félin trouve son opportunité et d'un bond surprenant, il tombe directement sur sa proie, l'attachant avec ses griffes acérées et terminant bientôt la chasse avec sa morsure redoutable. Lorsqu'il s'agit de petites proies comme les écureuils ou les marmottes, un coup bien placé suffira à tuer l'animal, qui deviendra bientôt un nouveau repas. Certaines proies un peu plus voluptueuses, comme le mouflon d'Amérique ou le cerf rouge, demanderont plus d'efforts au félin, mais rien qu'il ne puisse gérer avec ses impressionnantes compétences de prédateur. Étant donné que même l'appétit de ce chasseur vorace a une limite, les besoins nutritionnels quotidiens d'un puma sont généralement d'environ 7 kg de viande. Lorsqu'il parvient à chasser des proies plus grosses, il mange généralement autant qu'il le peut et abandonne le reste, préférant la viande fraîche, peut-être l'un des luxes qu'il peut s'offrir en tant que seul tueur au sommet du Yosemite. Bien qu'il soit un prédateur cruel qui inspire la peur à toutes les espèces animales de son écosystème, personne ne dit que ce félin impitoyable ne peut pas profiter d'un peu de temps libre. Après avoir fait preuve d'une sauvagerie extrême, le puma se repose généralement dans un endroit confortable, comme sur des branches d'arbres, dans un coin de végétation dense ou dans une crevasse entre des rochers. Un autre de ses passe-temps favoris est de prendre de longs bains de soleil. Ce comportement, en plus de leur procurer un moment de détente, leur permet de garder leur corps au chaud et d'absorber une dose de vitamine D. Lorsqu'il prend un bain de soleil, on voit souvent ce chat volumineux se toiletter chaque partie de sa fourrure avec sa langue et ses griffes pour empêcher l'établissement de parasites. En plus d'être un prédateur vicieux, sauf pendant la saison de reproduction, le puma est complètement antisocial et ne tolère pas l'intrusion d'autres membres de son espèce dans son coin de vallée. Chaque félin peut dominer de vastes étendues de terre, jusqu'à 100 km² où il est libre de chasser et de s'attaquer à toutes les femelles qui s'y trouvent. Pour délimiter leur domaine, les félins marquent leur territoire à l'aide d'urine, d'excréments et en laissant des marques sur les arbres faites avec leurs griffes. Souvent, tant qu'aucun puma n'envahit le territoire d'un autre, la vallée peut rester paisible, bien sûr, à l'exception de ces démonstrations d'extrême férocité sur des mammifères sans défense.
Le problème survient lorsque la pénurie de proies s'installe dans l'écosystème et que certains félins, à la recherche de meilleures opportunités de chasse, décident d'étendre leur domaine. Les affrontements entre pumas sont parmi les plus sanglants de toute la faune sauvage. Aucun puma n'abandonnera même un mètre de son territoire sans se battre. La violence est donc garantie. Lorsqu'ils rencontrent les limites de leur domaine, chaque prédateur montre sa férocité en émettant des grognements et des reniflements, ainsi qu'en montrant ses dents acérées. Ce n'est qu'un avant-goût du duel sauvage qui va s'ensuivre. Les postures corporelles et le marquage de leur territoire sont d'autres comportements qui pourraient être le prélude à une bataille sans précédent. Lorsque les tentatives de dissuasion échouent, les félins, n'ayant d'autre choix, se précipitent avec leur corps robuste contre leur adversaire. Ici, les griffes directes sur le visage et les morsures au cou et au dos sont omniprésentes. Lors de ces altercations, l'un des félins est souvent gravement blessé. Bien que le combat ne dure généralement pas plusieurs minutes, chaque seconde est disputée avec férocité et avec des coups qui menacent la vie de l'adversaire. Après quelques attaques rapides, l'un des pumas décide de reculer et d'accepter la défaite. Pour exprimer sa reddition, le félin vaincu adoptera une posture de soumission, exposant son ventre et s'accroupissant. Après ce revers, le félin évitera les conflits futurs avec le mâle désormais dominant et se repliera sur son territoire, renonçant à toute ambition d'expansion et emportant quelques blessures en souvenir. Alors que les pumas se battent à mort pour chaque centimètre de leur territoire à Yosemite, d'autres espèces ne voient l'écosystème béni de la vallée que comme une étape temporaire sur un long voyage. Pour les papillons monarques, Yosemite représente l'un des nombreux endroits qu'ils visiteront au cours de leur voyage difficile pour fuir les températures froides de l'hiver. Alors que les populations de papillons monarques de la côte Est doivent parcourir un voyage plus long vers le sud jusqu'au centre du Mexique, les colonies occidentales préfèrent la côte californienne comme refuge hivernal chaud, ce qui les oblige à rester, au moins temporairement, dans l'écosystème accueillant de la vallée de Yosemite. Avec de belles ailes oranges et des lignes noires, ces insectes lépidoptères font partie de ces espèces qui expriment toute la biodiversité de cet écosystème. Bien que la migration en provenance de la côte ouest ne soit pas aussi vaste que celle en provenance des colonies de l'Est, elle comporte néanmoins des défis importants. L'abondance de fleurs au printemps et en été à Yosemite représente un festin alimentaire sans fin pour ces petits migrateurs sauvages. Chaque fleur fournit une petite dose de délicieux nectar, qui leur donne suffisamment d'énergie pour continuer leur long voyage. Les principales espèces végétales dont ils se nourrissent sont le lilas sauvage, la verge d'or, le chardon ou bien sûr l'asclépiade. Cette dernière plante, en plus de servir de nourriture, est l'endroit idéal pour pondre ses nombreux œufs. S'ils ont la chance de trouver de l'asclépiade pendant leur séjour à Yosemite, les monarques pourront prolonger leur séjour dans cet écosystème généreux pendant un certain temps, en pondant leurs œufs. La gestation de ces petits poussins oranges est peut-être l'une des plus fascinantes de tout le monde animal. Pendant la saison de reproduction, chaque papillon est capable de pondre jusqu'à des centaines d'œufs sur les feuilles d'Asclépias, plus connues sous le nom d'asclépiade. Ces petits œufs nombreux éclosent en seulement 5 jours, laissant la place à une chenille affamée qui se nourrit de la plante même qui lui fournit un abri. L'estomac plein, la chenille entre dans la phase nymphale, c'est-à-dire lorsqu'elle s'enferme dans un petit cocon où elle passera jusqu'à 15 jours avant de devenir un tout nouveau papillon adulte. À quelques jours de sa naissance, sans perdre de temps, le jeune papillon monarque doit entreprendre son voyage vers la côte californienne, où les températures seront beaucoup plus agréables et où il pourra hiberner confortablement. Bien sûr, avant de partir,
vous pourrez profiter un peu plus de l'abondance de fleurs que Yosemite a à offrir. Le passage d'espèces comme les papillons monarques à travers cet écosystème est vital pour la pollinisation de milliers, voire de millions de plantes. Ces papillons oranges sont également un véritable reflet de la santé des biomes, car si un écosystème est en bonne santé, ils apparaîtront inévitablement par centaines de milliers pour profiter de toute cette abondance naturelle. Tout comme les monarques trouvent une source de nourriture presque illimitée à Yosemite, étant au bas de la chaîne alimentaire, de nombreuses espèces considèrent ces oiseaux volants comme une source de nourriture substantielle. Des araignées tisseuses d'orbes aux mulots et autres insectes comme les libellules et les menthes religieuses, tous contribueront à la colonie pendant la migration des papillons lorsqu'elle s'arrêtera dans la vallée. Au cours de leur cycle de gestation étonnant mais délicat, les œufs peuvent également être la proie des fourmis, des insectes et des guêpes. Grâce à leur alimentation précoce, à base principalement d'asclépiades, une plante hautement toxique, ils peuvent se protéger de certains de ces ennemis naturels. Lorsqu'un oiseau dévore, par exemple, un papillon monarque, la toxine accumulée dans son corps peut provoquer des vomissements, des arythmies, voire la mort dès qu'il l'ingère. Ainsi, s'il survit, il apprendra à ne pas s'en prendre à ce qui semble être des insectes sans défense. Malheureusement pour les monarques, tous leurs prédateurs ne sont pas sensibles à cette toxine, et certains prendront plaisir à dévorer ces créatures ailées encore et encore. Après cette étape à Yosemite, les papillons continueront leur voyage vers la côte, où ils resteront pendant des mois, profitant des températures plus clémentes. Bien sûr, au retour, ils n'oublieront pas l'hospitalité qui leur a été témoignée dans cette vallée accueillante et reviendront pour quelques jours. Bien que menacés par d'innombrables prédateurs, Mère Nature, faisant preuve d'un minimum de clémence, n'a pas ciblé les papillons monarques avec l'un des tueurs les plus vicieux de tout le Yosémite. Même les renards et les lynx tant redoutés fuient avec terreur la morsure inévitable du coyote sauvage. Avec un poids de 20 kg et une longueur d'1,5 m, ce canidé féroce est l'un de ces prédateurs qui ne laisse aucun répit aux innombrables espèces qui se trouvent en dessous de lui dans la chaîne alimentaire. Écureuils, marmottes, lapins, lièvres, cerfs et même oiseaux sont au centre de l'attention de ce chien sauvage impitoyable, qui n'hésitera pas à attaquer tout ce qui bouge dans son environnement. Capable de vivre dans une variété d'environnements, l'aire de répartition du coyote s'étend des vallées chaudes entourées de montagnes aux zones alpines à des altitudes de plus de 3000 mètres. Grâce à sa fourrure dense, brun grisâtre, le coyote peut passer complètement inaperçu lorsqu'il se promène dans la nature. Alors que certains chiens se regroupent en petites meutes, la grande majorité de ces chiens fidèles préfèrent mener une vie solitaire, sans autre compagnie que leur malheureuse proie. Bien qu'avec sa morsure mortelle et son corps agile, très semblable à celui des loups, le coyote semble être un carnivore strict, la vérité est que, dans une démonstration de son admirable capacité à s'adapter aux conditions difficiles de la faune, ce mammifère est omnivore, appréciant même les baies juteuses lorsque la situation le justifie. Dans un contraste sans précédent, ce chien redouté peut être vu en train d'éviscérer des cerfs rouges et de goûter des feuilles fraîches de cèdre blanc. Bien sûr, pour garder son corps robuste en forme, il préférera toujours manger un régime carnivore riche en protéines. Alors que les groupes familiaux de coyotes planifient des stratégies de chasse élaborées pour encercler leur proie, les chiens solitaires s'appuient sur des embuscades complexes pour surprendre leurs victimes. Contrairement aux félins comme les lynx et les pumas, qui utilisent leurs griffes pour attaquer leur proie, les coyotes les utilisent pour creuser et atteindre les terriers des rongeurs. En quelques secondes, ces chiens peuvent effectuer des raids surprises sur des mulots ou des écureuils qui se croyaient protégés dans leurs abris souterrains. Tout comme ils imposent leur férocité aux petits rongeurs, les coyotes ne pardonnent pas non plus aux oiseaux sans méfiance qui font l'erreur de voler bas au-dessus du dangereux Yosémite. Pouvant bondir jusqu'à 4 mètres de haut,
Les canidés peuvent attraper avec leur morsure habile n'importe quel oiseau qui, quelques secondes auparavant, profitait d'une agréable journée dans cet écosystème qui peut être bienveillant, mais en même temps impitoyable. Bien que ces chasses soient surprenantes, les actes de sauvagerie les plus graves des coyotes sont évidents lorsqu'ils ciblent des mammifères de taille moyenne comme les cerfs. Ici, caché parmi les buissons, sans se faire remarquer, le chien attend le bon moment pour chasser le petit ongulé. Souvent, grâce à son impressionnante furtivité, il peut s'approcher à quelques mètres de sa proie surprise qui n'aura d'autre choix que de se laisser attirer par sa morsure mortelle. Bien qu'habitué aux attaques rapides et précises, si la situation le justifie, le coyote peut lancer des courses rapides à travers la forêt, atteignant des vitesses allant jusqu'à 60 km/h. Aucun cerf ou renard, quels que soient leurs efforts, ne peut échapper à une course d'une telle ampleur, même si sa vie est en jeu. La férocité du coyote en fait un cauchemar même pour des proies aussi grosses qu'un gros ours noir. La relation entre ces bêtes à fourrure sombre et les coyotes sauvages est une véritable lutte de pouvoir, car les ours, s'ils voient l'opportunité, n'hésiteront pas à tuer les petits des canidés, tandis qu'en période de pénurie de petites proies, les coyotes voient ces grands mammifères comme une bonne source de nourriture. Bien que le féroce coyote se présente jour après jour comme le bourreau d'innombrables espèces, de temps à autre un puma sauvage croise son chemin pour lui rappeler qu'il n'est pas le roi absolu de la vallée et, dans un acte de domination et de cruelle réalité, le puma se retrouve avec un de ses chiens entre ses dents. Bien qu'il s'agisse d'une scène brute, il s'agit de la nature à son meilleur et d'une représentation graphique de la loi du plus fort où le puma se positionne comme le prédateur suprême de toute la vallée. Malheureusement, il existe un prédateur qui est responsable de 30% des décès de coyotes à Yosemite année après année, et ce n'est pas exactement le félin tant redouté. À cause de la chasse illégale, des collisions avec des véhicules et de l'ingestion de déchets, environ 60 de ces canidés majestueux meurent chaque année dans cet écosystème. Mais le coyote sauvage n'est pas la seule espèce affectée par l'influence humaine dans le parc de Yosemite. Pour les ours noirs, la fragmentation de l'habitat causée par les routes et la détérioration de l'écosystème causée par les déchets touristiques constituent une menace sans précédent. On estime que 90% des ours noirs qui consomment de la nourriture humaine meurent avant d'atteindre l'âge de 10 ans, soit seulement un tiers de leur durée de vie estimée. Même le tout-puissant puma n'est pas exempté des défis posés par l'intrusion des activités humaines à Yosemite. Bien que la chasse à ce félin sauvage soit totalement interdite et même passible d'amendes pouvant aller jusqu'à 50 000 $ américains et d'1 an de prison, cela n'empêche pas les chasseurs illégaux d'oser tenter de prendre la vie de cet imposant félin. Aujourd'hui, le nombre de pumas en liberté à Yosemite est estimé à seulement une centaine, ce qui suscite des inquiétudes quant à leur préservation. Sans la présence de prédateurs comme le féroce puma, le coyote ou le renard roux, l'équilibre délicat de cet écosystème pourrait être compromis, ce qui poserait un défi colossal à la préservation de ce refuge faunique. C'est pourquoi Yosemite a besoin de notre aide. Grâce à une plus grande sensibilisation à la préservation de ces espèces animales et à des pratiques durables de tourisme de nature, ce paradis au cœur de l'Amérique du Nord peut continuer à servir de sanctuaire pour la faune. Avez-vous été fasciné par les histoires de faune du majestueux Yosemite? Cliquez ensuite sur le bouton « J'aime » et commentez vos espèces sauvages préférées. De plus, si vous souhaitez soutenir la préservation de la faune de ce paradis terrestre, vous pouvez partager la vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton cloche pour rester au courant de nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, à la prochaine avec d'autres histoires de vie sauvage.